Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour de cette question d'actualité, de la constitutionnalisation de l'IVG, de l'avortement. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il faudrait faire entrer dans la Constitution cette liberté, entre guillemets, d'avorter, alors qu'aujourd'hui, en France, aucun obstacle ne se dresse à ce geste. D'autant que, pendant le confinement, je me souviens très bien que dans le premier trimestre de 2020, le planning familial et les institutions médicales, qui par ailleurs ne traitaient pas les malades, n'acceptaient pas les malades et les laissaient mourir chez eux, avaient mis une priorité de continuer à pratiquer les IVG pendant les confinements. Donc c'est vraiment une décision des pouvoirs publics de favoriser l'IVG devant, par exemple, le traitement d'un cancer ou de toute urgence médicale. Je ne veux pas juger les femmes qui ont pratiqué un avortement, parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, qui présente ce geste pratiquement comme un geste d'amour, comme par exemple on pourrait parler de l'euthanasie qui serait un geste d'amour, pour préserver l'enfant de difficultés à venir, il est difficile, dans ce contexte de manipulation globale, d'imputer, d'accuser durement les femmes qui ont pratiqué ce geste. D'autant que, avant d'être croyante, je pense que ça aurait pu m'arriver aussi. Même si je ne l'ai pas fait, Dieu merci. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce geste d'interruption volontaire de grossesse est aujourd'hui considéré comme une liberté, comme un droit, dit-on, alors que jadis, il s'agissait d'un crime. Je sais un petit peu de quoi je parle, puisque mon arrière-grand-mère était, comme on le dit pudiquement, faiseuse d'anges. Elle s'est trouvée en prison plusieurs années pour avoir pratiqué des avortements, donc c'était considéré comme un crime à l'époque. Faire d'un crime, transformer un crime en droit, je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire humaine. C'est une question que je me pose. Et aujourd'hui, dans le langage courant, on parle de droit à l'avortement, mais en termes juridiques, je ne sais pas bien ce que ça signifie. Est-ce que vraiment c'est un droit aujourd'hui? Alors, plus généralement, je crois qu'en termes juridiques, on va parler de liberté pour contourner cette difficulté lexicale. Des parents ont-ils droit de vie ou de mort sur leurs enfants? C'est une question qu'on peut se poser et que la loi détourne puisque l'enfant n'a pas de personnalité juridique tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère. Tant que l'enfant n'est pas déclaré, en fait, juridiquement, il n'existe pas. Donc, on a droit de vie ou de mort sur lui sans qu'il n'y ait de conséquences juridiques, en fait, de conséquences légales. Dans mes recherches, j'ai vu aussi que le fœtus était assimilé à un déchet organique une fois qu'il était expulsé. On peut se poser la question aussi du lieu où vont ces enfants avorter, le corps de ces petits corps. Qu'est-il fait de ces petits corps? Il y a plusieurs pistes que je vous laisse explorer, mais je ne pense pas qu'ils soient incinérés comme on nous l'annonce en général officiellement. Pour revenir à cette question de crime qui serait devenu un droit, on peut notamment relire le serment d'Hippocrate dans son texte original, où le médecin, en fait, s'engage à renoncer à produire, à fournir un pécer abortif aux femmes. Donc même dans la Rome antique, si vraiment cette civilisation a existé comme on nous le dit, où on pratiquait toutes sortes de barbaries, si même dans cette civilisation-là, l'avortement était considéré comme un crime, je sais pas dans quelle civilisation nous sommes aujourd'hui.
Mais ce que j'ai compris, c'est que cette constitutionnalisation de l'IVG dans un pays où l'avortement est libre n'a d'autre fonction que de supprimer la clause de conscience des médecins, c'est-à-dire qu'un médecin a tout à fait le droit de refuser de pratiquer un avortement au nom de sa conscience, au nom de son âme, en son âme et conscience. La constitutionnalisation de l'IVG pose donc cette question de savoir si les soignants pourront encore échapper à ce geste s'ils ne désirent pas le commettre. Enfin, pour terminer cette courte vidéo, je voudrais aborder un point tabou qui n'est pas abordé évidemment ni chez les militants pro-IVG, ni chez les militants pro-vie, ou en tout cas très rarement. Ce sont les conséquences pour les femmes d'un tel geste. Alors c'est très difficile de trouver des chiffres autour de la mortalité suite à une IVG. On va trouver très facilement les chiffres de mortalité suite à des IVG dites clandestines, c'est-à-dire en dehors du circuit homologué. Et par contre, la mortalité suite à une IVG en milieu médical, ça ce sont des chiffres qui n'existent pas et qu'on ne veut pas nous donner. On ne veut pas nous donner non plus les chiffres de l'infertilité causée par des IVG, comme les trompes qui se bouchent par exemple, puisque par une aspiration, dans les IVG par aspiration, on peut favoriser la suppression de la lumière des trompes, donc on peut boucher les trompes et rendre les femmes infertiles. Et sur une clinique qui traite, sur le site d'une clinique qui traite l'infertilité, j'ai vu que ce geste pouvait baisser la fertilité future de la femme de 40%. Mais on n'a toujours pas de chiffre officiel là-dessus. Donc on ne parle pas des conséquences physiques, au-delà des hémorragies, au-delà des douleurs que ressentent toutes les femmes qui ont pratiqué une IVG. Il y a des conséquences encore plus graves, ce qu'on appelle des complications suite à l'IVG, et ces chiffres sont cachés, nous sont inaccessibles. Les conséquences les plus importantes, en dehors des conséquences physiques, sont sans doute les conséquences psychiques pour une femme quand elle a été contrainte ou quand elle a décidé, sous le coup de difficultés personnelles, de pratiquer une IVG. Cette douleur morale, personne ne la prend en considération. Elle n'est jamais abordée quand on a un rendez-vous pour prendre rendez-vous pour une IVG. On n'en parle pas. Donc on parle pas des conséquences physiques, on parle encore moins des conséquences psychiques. Et pourtant il existe de nombreux témoignages qui nous donnent accès à tout ça. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce sujet. C'est pas très gai, je m'en excuse. Mais, comme d'habitude, j'ai voulu aborder des pistes qui ne le sont pas, autour de sujets qui sont très discutés. Bonne journée à vous et à très bientôt.